Donc, bienvenue officiellement à notre dernier cours sur la partie Python de notre cours DB4. Cette semaine, aujourd'hui, on va regarder deux librairies, puis une par la bande, là, qui va nous permettre de faire de la transformation de données, puis aussi de la visualisation de données d'une manière qui est extrêmement rapide. Donc, on va regarder ultimement la librairie Pandas, mais avant de regarder ça, la librairie Pandas est sur les épaules de deux autres librairies. Donc, on va aller regarder une première librairie qui s'appelle NumPy, puis on va aller rapidement voir une deuxième librairie qui s'appelle Matplotlib, mais cela on la met de côté parce que c'est pour de la visualisation qui n'est pas le sujet de ce cours-ci. Donc, la première librairie qu'on va aller regarder, ça s'appelle NumPy. Donc, le principe de NumPy, c'est d'être capable de représenter des matrices mathématiques, okay? Donc, de représenter des tableaux de multiples dimensions et d'avoir toutes les fonctionnalités matricielles pour être capable de modifier ces matrices-là, pour être capable de transformer, pour être capable d'aller chercher des informations, pour être capable d'appliquer des fonctions sur ces éléments-là. On avait vu le principe de liste, qui nous permettait d'avoir une collection, puis on avait vu qu'on avait des listes imbriquées les unes dans les autres, mais c'était des collections qui étaient très limitées dans leur fonctionnement. Je ne pouvais pas soustraire une liste d'un autre, je ne pouvais pas diviser la liste par un élément, il fallait tout que je fasse manuellement, élément par élément. Donc, le but de NumPy, c'est d'être capable de représenter des informations d'une manière matricielle, puis d'être capable de modifier ces éléments-là d'une manière facile et conviviale. Donc, aujourd'hui, on regarde premièrement la librairie de NumPy. Pour regarder ça, on a deux fichiers à regarder aujourd'hui. On a le fichier NumPy en Python Notebook, puis on a le fichier Pandas en Python Notebook. Donc, les deux, c'est en fait les éléments de documentation. Donc, pour NumPy, j'ai été chercher, puis j'ai converti la documentation du Quick Start en Python Notebook. Puis pour Pandas, on a fait sensiblement la même chose. Fait que ça me permet d'aller voir les principes fondamentaux, rapidement. Donc, pour NumPy, on va juste passer au travers à peu près la moitié du Quick Start. Puis pour Pandas, on va vraiment le regarder plus en détail parce que c'est vraiment là qu'on va s'arrêter pour aller faire toutes nos manipulations. Mais les structures de données de Pandas utilisent les matrices de NumPy. Donc, c'est important de comprendre le principe matriciel derrière. Donc, pour utiliser NumPy, il faut importer la librairie. Donc, on avait vu le nom import qui me permettait d'importer une librairie. Si vous utilisez n'importe quel environnement avec un Python Notebook, la librairie NumPy va déjà habituellement être installée. Fait qu'Anaconda, c'est déjà avec. Si vous allez en ligne avec Datalore, avec Google Colab, n'importe quoi d'autre, habituellement, c'est déjà installé. Donc, quand tu vas exécuter cette cellule-là, il ne devrait pas avoir de problème. Ici, on a une petite variation de la commande d'importation avec le as quelque chose. Donc, le but ici, c'est que le nom de la librairie, ça s'appelle NumPy. Le nom du module, ça s'appelle NumPy. Mais de devoir toujours marquer NumPy. Qu'est-ce que je veux avoir, c'est très long. Fait que ici, on utilise un alias qui me permet en fait de juste renommer la librairie pour que je n'aie pas besoin de tout le temps marquer le nom complet de la librairie. Fait que là, maintenant, dans mon programme, une fois que j'ai importé ça, je vais pouvoir juste marquer np. Quelque chose, puis être capable d'utiliser toutes les fonctionnalités de NumPy. Fait que le principe, donc de base, ça c'est ce qu'on a déjà vu. On a déjà vu le principe d'une liste de listes. Donc on peut voir ici, on utilise les crochets carrés à l'intérieur. Mais la problématique, c'est que quand on utilise ça avec Python en tant que tel, lui n'a pas conscience que c'est un tableau de 2 dimensions. Pour lui, c'est vraiment une liste, puis à l'intérieur de la liste, il y a des éléments, puis ça s'adonne que c'est d'autres listes. Donc, il ne peut pas avoir conscience de
transformation ou remaniement de les informations par rapport à leur représentation matricielle ou dans un plan de 2 dimensions ou 3 dimensions. Donc, c'est extrêmement limité qu'est-ce qu'on est capable de faire. Le principe de NumPy, c'est d'être capable de prendre ce genre d'informations-là puis de le représenter d'une manière matricielle. On va avoir une panoplie de fonctions qui va créer des nouveaux types de données, qui ne seront pas des listes en tant que telles, okay, qui vont être des tableaux, des arrays, puis ces éléments-là vont être des objets, okay, comme on a vu la semaine passée, donc qui vont avoir des propriétés, qui vont avoir des méthodes, puis que je vais pouvoir travailler avec comme j'ai besoin. Donc, si on part de la version la plus boboche possible, juste d'être capable de représenter un tableau. Okay? Donc, quand je veux créer un tableau, il va falloir que j'utilise des fonctions de NumPy. Donc, ici, on peut voir que j'ai le np.arrange. Là, ici, je pourrais me demander, ben, c'est quoi arrange? Hein? En passant, quand tu utilises JupyterLab, tu peux aller voir le contextual help qui permet de cliquer sur le contenu d'une fonction, puis tu vas être capable d'aller voir l'aide. Donc, pour cette partie-ci du cours, il va y avoir beaucoup de fonctions, puis chacune de ces fonctions-là, il faut être capable d'aller chercher dans la documentation comment l'utiliser. Donc, il n'y a plus de nouvelles syntaxes, il n'y a plus de nouvelles choses à écrire. Le principe, c'est qu'on a tous les outils qui sont prêtes. Okay? On va utiliser des librairies déjà préfaites. Puis, il faut être capable de, par exemple, aller chercher dans la documentation comment bien utiliser ces librairies-là. Donc, si je regarde ici, arrange, ça me retourne des valeurs dans un intervalle donné. Okay? Donc, si je regarde ici, mon appel, ça dit arrange de 15. Fait que le principe ici, c'est que ça me crée un tableau qui va avoir 15 valeurs. Puis, si je regarde ici, j'ai cliqué sur autre chose, on va cliquer sur ma fonction. Fait que je peux voir ici que par défaut, OK, la valeur par défaut du. Puis là, je peux voir ici aussi comment j'écris la fonction. Fait que j'ai différents paramètres. Je peux voir que j'ai start, j'ai stop, j'ai step, j'ai le dtype, j'ai une liste de paramètres quelconques, puis j'ai un like. Je peux voir aussi que j'en ai qui sont entre crochets. Donc, entre crochets, ça veut dire qu'ils sont facultatifs. Donc, en ce moment, j'ai arrange, puis j'ai juste un paramètre donné. Fait que ça fait en sorte que le seul paramètre qui va être utilisé, c'est le stop. Fait que là, si je regarde comment la fonction fonctionne, j'ai le start. Je peux voir que par défaut, ça commence à 0. Le stop, ça va être la fin de l'intervalle. Puis, l'intervalle n'inclut pas cette valeur. Fait que, on peut voir encore une fois que c'est exclu. Fait que, en mettant 15, je vais donc aller de 0 à 15. Et pour savoir il va en avoir combien, je peux avoir un step. Puis je peux voir que le step par défaut, c'est 1. Fait que le arrange 15 va me faire un tableau de 0 jusqu'à 15. Puis on peut voir que ça te donne le ND array de cet élément-là. Excuse-moi, oui, tu as raison. 0 à 14. 15. Une fois qu'on a cet élément-là, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des appels enchaînés. Donc ça me retourne un tableau. Par défaut, si on regarde, ouais, on va retourner ici, blablabla. Et ici, ouais, est-ce que ça me le dit? Ça va juste retourner un tableau de une dimension. OK? Donc, c'est juste à toutes les valeurs. Si, admettons, je décidais d'enlever ici le reshape. OK? Je peux voir que ça me donne le tableau A comme ça. Mais, puisque ça me le retourne, je peux, puisque c'est un array, utiliser d'autres méthodes du array. Dans ce cas-ci, j'utilise reshape. Puis, reshape, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va transformer comment le tableau est présenté. Donc, ici, on l'a dessus, reshape. Peux-tu voir? Oh,
pire, on peut toujours le chercher dans documentation elle-même. Hop. Je veux reshape. Hop là. Fait que je peux voir ici que ça me donne un nouveau shape, ok, qui va être une liste d'éléments. Fait que j'ai mon reshape. Je vais avoir 3 lignes, 5 colonnes. Fait que j'ai maintenant mon tableau de 2 dimensions qui est de 3 lignes, 5 colonnes. Puis mon A en ce moment, c'est un tableau qui a un type, okay, qui est un objet, pardon, donc qui va avoir des propriétés, puis qui va avoir des méthodes. Alors, on vient de voir la méthode reshape, hein, qui est capable de le faire, mais je peux aller chercher les propriétés, comme je peux savoir c'est quoi la forme. C'est un 3 par 5, 3 lignes, 5 colonnes. Il y a combien de dimensions? Il y en a 2. Je peux aussi aller chercher le nom du type. Donc, chaque information, puisque là, on va commencer à travailler avec des documents duquel j'extrais les données, puis des documents dans lesquels je charge les données. Le type de données va être important pour garder la bonne taille, pour garder le bon espace. Donc, à l'intérieur, on a aussi un type qui est relié. Donc, dans ce cas-ci, le type de chacune des informations, c'est un entier sur 64 bits. Je peux savoir, ça me prend combien d'octets faire ça. Ça me prend 8 octets. Puis, je peux voir c'est quoi la taille complète de mon tableau, ok, qui est en ce moment 15 octets. Puis, je peux voir ici que c'est un NumPy Array. Fait que, on a le principe de array qui est fondamental à NumPy. C'est avec ça qu'on travaille en tout temps. On peut créer les arrays de différentes manières. Le principe, c'est que ça ne sera pas directement des listes. Okay? La liste, c'est une collection qui est un type de Python précis, mais nous, on veut quelque chose qui a plus de fonctionnalités. Donc, on a besoin de se créer ces éléments-là. Puis on va voir, on va faire la même chose avec Pandas, mais on peut partir de liste, puis le convertir en tant que tableau, en tant que array. Fait qu'on a la fonction array, hein, donc dans notre librairie NP, on a la fonction array, qui me permet de prendre n'importe quoi qui est itérable, donc des listes, puis de créer une nouvelle version qui va être la version avec NumPy. Donc lui, il va automatiquement prendre les bonnes valeurs, okay, va convertir ça, va choisir un type qui est bon par rapport à ce qui est possible avec les valeurs que tu as données. Donc, admettons que je rentre différentes valeurs avec des points flottants. Donc, le type va changer pour que ce soit un point flottant plutôt que des entiers. Faire attention, hein, donc il faut envoyer un élément qui est itérable. Tu n'as pas le droit d'envoyer juste les différentes valeurs pour créer le array. Ça ne marchera pas, ça te génère une erreur, là. Donc ça, c'est une erreur typique. Puis, si tu envoies des collections imbriquées l'une dans l'autre, on peut, lui, le convertir. Fait que, puis, il n'y a pas de problème que ce soit des listes, que ce soit des tuples. Donc ici, on a des tuples. C'est juste converti en tant qu'array qui est complètement modifiable par la suite. On peut aussi forcer le type. Donc ici, jusqu'à présent, il inférait le type par rapport aux données que j'ai données, mais je peux moi-même modifier le type, okay, en rajoutant un paramètre d'entrée. Puis là, ici, on peut voir l'utilisation des paramètres nommés. On va voir que c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent avec nos librairies avancées, là. Donc, les types donnés ici, on lui donne le type complexe, ce qui me permet de faire des calculs imaginaires et ainsi de suite avec. On a aussi des fonctions, là, ce n'est pas des choses que nous, on va utiliser beaucoup, là, mais on a des fonctions pour comme générer des tableaux vides ou des matrices d'identité ou des choses un peu plus spécifiques. À partir de là, on est capable d'afficher les différents tableaux. Lui est capable de juste les afficher de la bonne manière. Donc, un tableau d'une dimension va être sur une ligne, un tableau de 2 dimensions va être sur plusieurs lignes, un tableau de 3 dimensions va afficher chacune des tranches de manière individuelle, parce qu'il n'est pas capable d'afficher en 3D. S'il y en a trop, puis là, on va voir que c'est aussi ça dans Pandas, là. Donc, s'il y a trop d'informations,
il va juste te mettre des petits points. Donc, il va te montrer le début, il va te montrer la fin. Puis, entre les deux, ben, il y a autre chose, mais ça aurait pris trop de place pour être capable de tout l'afficher. Donc, on est capable d'imprimer différents de nos éléments-là, puis ça l'imprime d'une manière qui est conséquente. Une fois que on a ces tableaux-là, ben, on va pouvoir appliquer des opérations matricielles sur chacun des éléments. Donc, on a ici deux tableaux quelconques, okay, le A et le B. Puis, je peux directement faire A-B, puis ça va me générer une nouvelle matrice que je peux sauvegarder. Donc là, vraiment, on peut commencer à faire des manipulations complexes. Okay, on peut le mettre exposant 2, on peut trouver le sinus de chacune des valeurs, puis le multiplier par 10. Donc, on est capable de faire des manipulations facilement sur chacun des éléments. Je peux même faire des opérations relationnelles, donc plus petit, plus grand, différent de, qui vont me donner des résultats vrais ou faux. Donc, tout ça, ça me permet de travailler avec des matrices. Bonsoir Edith. On a aussi la possibilité de faire le produit matriciel. C'est pas quelque chose que nous, on va regarder. On fait pas des maths tant que ça. C'est que on est capable de faire un paquet d'opérations. On a aussi plusieurs fonctions qui existent qui vont me permettre de trouver des éléments statistiques de nos différentes matrices. Donc, des choses comme la somme, la moyenne, le minimum, la valeur maximum, c'est tout déjà automatisé à l'intérieur. Il y a des fonctions qui font pas mal tout. Un autre élément qui va être important de comprendre quand on travaille avec des librairies avancées, c'est que le but de ces librairies-là, c'est de te fournir tous les outils requis pour être capable d'avoir à créer le moins de code possible. Donc, la majorité des choses que tu veux faire, c'est déjà implémenté à l'intérieur. Il faut juste trouver c'est quoi la fonction, c'est quoi les différents paramètres requis pour faire ce que tu veux faire. Puis, ici, c'est là que votre Google Foo va venir vous aider beaucoup. Donc, si, admettons, on regarde, puis je dis NumPy, je veux trouver la moyenne d'un array, ben, je peux voir ici que j'ai directement mean qui existe pour être capable de l'utiliser. Donc, je peux voir en plus des appels avec des exemples okay, qui me donnent qu'est-ce que c'est supposé donner. Donc, d'être capable de marquer qu'est-ce que j'essaie de trouver, ça va me permettre facilement de résoudre mes problèmes. Puis quand on va dans ces fonctions-là, tu peux avoir un paquet aussi d'options. Donc là, ici, tu peux voir que j'ai mean, ben j'ai mean de qu'est-ce que je recherche. Puis je peux faire aussi une moyenne sur différents axes. Parce que si on a un tableau de 2 dimensions, peut-être que je veux la somme des colonnes ou la moyenne des colonnes ou la moyenne des lignes. Donc, dépendamment de qu'est-ce que j'ai besoin, on peut regarder les différents paramètres que je peux configurer pour être capable de bien faire ce que je veux. On est aussi capable de travailler avec ces tableaux-là comme si c'était des listes, puis d'être capable d'aller chercher une partie de la liste. Donc, toutes les options avec le A, ok, bon, j'ai un tableau initial avec ces valeurs-là à l'intérieur. Puis, si je m'en vais chercher dans mon tableau à la case 2, ben, ça va être 0, 1, 2, parce qu'on se souvient que tous les indices commencent à 0. Donc, ça l'affiche 8. Je peux aller chercher de la case 2 jusqu'à la case 5 exclusivement. Fait que 2, 3, 4 et pas 5. On a un paquet de versions optimisées. Là. Okay? Donc, on peut avoir ici avec des steps de différents. Donc, on peut aussi parcourir nos éléments avec la Book4. Donc, tout ce qu'on pouvait faire avec les listes. Puis, l'indexage, on est capable aussi de le faire avec les arrays de NumPy.
Parfait. Fait que ça ici, c'est toutes des choses qui reviennent avec ça. On peut aller parler avec. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Ici, il y a encore une fois plein de manières de retravailler l'array, mais c'est des choses qu'on va revoir dans Pandas. Fait que pour NumPy, hein, le principe, c'est qu'on est capable d'avoir des structures de données qui sont des matrices. Okay? C'est pas juste des listes, c'est un type spécial qui permet de faire des opérations okay, plus logiques, là, plus à ce que je m'attendrais à être capable de faire avec ces structures de données-là. Deuxième librairie qu'on va jaser quelques instants, là, ça va être Matplotlib pour de la visualisation de données avec Python. Donc maintenant qu'on a hein, des collections de données, des matrices, des tableaux, on va être capable de faire différentes visualisations dans des graphiques avec. Donc le principe, c'est que Matplotlib, c'est la librairie qui me permet de générer des graphiques en Python. Donc, si on regarde ici à la fin, on en jase un petit peu si je me souviens bien. Ouais. Donc, avec Matplotlib puis avec NumPy, on peut créer différentes valeurs puis être capable d'avoir okay, des histogrammes ici avec une courbe okay, qui est représentée par rapport aux différentes les bins en anglais, là. Ça, c'est quoi en français? Différentes bouteilles, différentes trous. Donc, dans le même principe, Matplotlib, c'est une série de fonctions. Okay? Donc, on peut voir ici, lui, il utilise la librairie Matplotlib, puis il se renomme en tant que PLT, hein, pour des plots. Puis, à partir de là, lui a ses différentes fonctions qui permettent de faire afficher nos graphiques, faire afficher nos éléments, changer les étiquettes, changer les différentes informations. Donc, on est capable de tout faire la visualisation avec ça. Comme j'ai dit, c'est pas un cours de visualisation, mais je pense que c'est important de comprendre que dans notre environnement de programmation Python, okay, puis dans notre environnement de gestion de données de manière informatique, on est capable de faire ça. Ça nous apporte à notre librairie la plus importante de la soirée, qui s'appelle Pandas. Donc, Pandas, c'est un outil d'analyse et de manipulation de données qui utilise le langage de Python pour être capable de travailler avec ça. Encore une fois, cette librairie-là est habituellement automatiquement installée avec toutes les distributions de sciences de la donnée. Donc, si tu utilises Anaconda, si tu utilises Google Colab, c'est habituellement toujours inclus avec. OK. Fait que, avant de se lancer là-dedans, on va aller regarder un peu les principes fondamentaux de Pandas pour être capable de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pas celui que je voulais, c'est celui-là ici, puis descendre ici. Fait que on vient de voir qu'avec NumPy, hein, on était capable d'avoir des matrices mathématiques, puis on était capable d'avoir à l'intérieur différentes méthodes, puis différentes propriétés qui me permettaient de bien représenter ça, pas juste comme étant des listes, mais comme étant une matrice mathématique avec ses propres fonctions, ses propres manières de travailler. Le principe de Pandas repose sur la même logique d'avoir une nouvelle structure de données qui va me permettre de faire des choses intéressantes, qui vont me permettre de représenter mes données d'une manière qui va être beaucoup plus conviviale pour qu'est-ce que j'essaie de faire. Donc, Pandas essaye de représenter des tables d'informations. Okay? Donc, on peut penser à le même principe que des tables okay, en SQL okay, ou des classeurs comme Excel.
c'est le même genre de principe. Donc, on va représenter dans une variable, dans un objet, ce qu'on appelle, dans ce cas-ci, un data frame. Donc, le principe du data frame, c'est une représentation d'un classeur ou d'un tableau d'informations. Donc, chacune des informations vont être sur une ligne, puis chacune des lignes vont être sectionnées en colonnes. Qu'est-ce qui est important de comprendre quand on travaille avec Pandas, c'est que on va avoir des métadonnées qui viennent avec les données elles-mêmes. Donc, on peut voir ici que les vraies données, c'est la partie en gris pâle. Okay? Donc, chacune des lignes, chacune des colonnes a un point avec une valeur à l'intérieur. Mais chacune des colonnes va pouvoir avoir un nom qui va pouvoir nous aider à nous localiser facilement à l'intérieur de nos données. Puis, chacune des lignes va avoir ce qu'on appelle un index qui va me permettre de facilement répertorier la ligne. L'index peut être autant une clé numérique, là, fait que, comme dans SQL, là, une clé unique où c'est que ça commence à 1 puis ça augmente, c'est un numéro de ligne. Ou sinon, ça peut être une donnée unique qui peut être capable d'être représentée dans ma table. Fait que, mettons que j'ai une information avec d'étudiants d'école, ben, je pourrais utiliser leur matricule, okay, pour être capable d'avoir des lignes uniques pour chacun des étudiants. Je pourrais utiliser ça comme index. Fait que, on va aller regarder un peu comment ça fonctionne derrière. On a ce principe-là de data frame. Puis, on a un deuxième principe. Okay, il y a deux structures de données fondamentales dans Pandas. Il y a le data frame, qui est la chose qu'on va utiliser le plus souvent. Mais quand j'ai besoin de juste une section d'informations, okay, donc juste une colonne de données, on va avoir ce qu'on appelle une série. Okay? Donc, une série, c'est une liste de valeurs qui vont avoir un index. Donc, la série, on peut voir ici, on le crée exactement comme on avait avec NumPy. Là. Donc, le principe, c'est qu'on a une librairie. Donc, encore une fois, on va avoir la librairie Pandas. Encore une fois, on lui donne un alias, comme ça, on n'est pas obligé d'écrire Pandas à chaque fois. On va écrire PD. Donc, on va avoir pandas.series, qui est la fonction qui me permet de créer des séries. Puis, je peux y envoyer une liste. Okay? Puis, lui, à l'intérieur, va être capable de gérer l'information. Autre élément intéressant, on peut voir ici que j'utilise la valeur not a number. Donc, on a de la gestion des données manquantes, okay, des données impossibles avec Pandas et NumPy. On peut voir ici que c'est la représentation de NumPy. C'est NP, qui vient de ma librairie NumPy, .not a number, qui me permet de représenter ça à l'intérieur. Donc, la série, c'est juste une série de données, ça répond bien. Puis, on a un index. Lui, l'index est obligatoirement, obligatoirement, mais par défaut, est une valeur juste numérotée en partant de 0. On est capable de créer des data frames aussi de la même manière. Donc, on a les séries et on a les data frames. Donc, comment est-ce qu'on va créer un data frame? Ici, si on regarde cette fonction-là, on va aller la chercher ici. On peut voir ici que c'est une fonction data frame. J'ai des données à mettre dedans. J'ai des index à mettre dedans. Puis j'ai des noms de colonnes à mettre dedans. Je peux voir ici, quand j'ai les données, je peux avoir plein de possibilités. Je peux mettre un autre data frame, je peux mettre un ND array, qui est en fait les matrices de NumPy, c'est ça leur nom. N'importe quoi qui est itérable, comme des listes, des dictionnaires. Donc, je peux vraiment décider qu'est-ce que je veux mettre à l'intérieur. Je peux décider de qu'est-ce que va être mon index. Encore une fois, l'index, on se souvient, c'est la ligne à gauche qui va être unique à chacune des informations. Je peux donner des noms à mes colonnes.
Puis je peux décider ça va être quoi le type d'information à l'intérieur, au cas où que je veux le forcer, sinon il va l'inférer lui-même. Fait que si je regarde ici, j'ai comme premier paramètre les données, une matrice de NumPy que j'invoque dans le module random, puis en fait, je crée des valeurs 6 lignes, 4 colonnes, pour être capable de dire j'ai 6 lignes, 4 colonnes, c'est ça les données que je veux avoir dans mon data frame. Fait que je peux voir ici, les données, c'est 6 par 4, puis c'est des valeurs aléatoires, ici sur une distribution gaussienne, là, fait que habituellement de moins 1.5, moins 2 à 1.52, là, dépendamment de la chance qu'on a eue avec la distribution. Ensuite, on a les index. Donc, on peut voir ici la première ligne. On n'est pas obligé d'avoir des valeurs numériques directement. Ici, on s'est créé avec, encore une fois, d'autres fonctions. On est capable de se créer des ranges. Donc, je veux avoir, à partir de cette date-là, donc 2014-11-1, je veux avoir 6 périodes. Puis là, c'est moi qui décide comment je fais les périodes. Par défaut, c'est des jours, mais je préfère par heure, par mois, par année. Donc, ça me crée ici une série d'informations qui va avoir les différentes dates. Donc, un autre élément que Pandas est capable de faire, c'est faire automatiquement la gestion de dates. Donc, lui, il va être capable de non seulement comprendre c'est quoi une date, mais il va être capable de faire des manipulations sur des dates pour te donner des écarts de temps entre les deux. Fait que, on a les différentes dates, puis après ça, on a les différents noms de colonnes qui sont automatiquement donnés. Fait que quand je travaille, des fois, je peux avoir des valeurs qui sont plus intéressantes, mettons. Là. Je pourrais aussi avoir un dictionnaire. Fait que j'ai un dictionnaire avec le nom de mes colonnes. Dans le nom de mes colonnes, j'ai ensuite des listes des différentes informations sur chacune des lignes que je veux avoir. Puis lui, il va avoir les différentes informations qui vont être répertoriées dans mon data frame. Fait que ici, si on se crée ça, on peut voir ici que le data frame, là, il est automatiquement aussi affiché d'une manière qui est assez conviviale, qui me permet de voir qu'est-ce qui se passe. Même principe ici, si je crée un tableau avec les différentes colonnes, je peux me créer des informations puis avoir les éléments. Puis il essaye de toujours faire la chose la plus logique possible. Fait que si, mettons, une des colonnes, je fais juste donner une information quand toutes les autres, mettons, en ont 4, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va copier l'information directement à l'intérieur. On est capable de visualiser le contenu des différentes data frames avec différentes fonctions. Donc, si j'ai juste l'appel, ça va me l'afficher au complet. Mais si c'est trop grand, je peux faire ici head qui va me donner les 5 premières lignes. Je peux aussi mettre un paramètre dans head pour limiter le nombre de lignes que je veux avoir au besoin. Je peux faire tail pour aller chercher la fin des éléments. Je peux aussi aller chercher toutes les informations connexes à mon data frame. Donc, si je veux aller chercher, mettons, la liste des différents index, je peux faire .index. Ici, en passant, c'est le df, c'est le data frame, puis c'est moi qui l'ai créé comme variable. C'est moi qui ai décidé que ça allait avoir ce nom-là. J'aurais pu l'appeler patate, j'aurais pu l'appeler maison, j'aurais pu l'appeler données. df, c'est le nom par défaut du data frame, par convention. Donc, je peux aller chercher l'index, qui me permet d'avoir chaque ligne unique. Je suis capable d'aller chercher les colonnes. Je suis capable d'aller chercher juste le tableau de valeurs. Je peux même aller chercher les informations statistiques habituelles. Fait que je veux savoir, mettons, il y en a combien? C'est quoi la moyenne? C'est quoi la déviation standard? C'est quoi la valeur minimum? C'est quoi la valeur maximum? C'est quoi les différents rangs, les
les rangs quartiles. Donc, c'est quoi la valeur à 25%, c'est quoi la valeur à 75%, c'est quoi la valeur, puis c'est quoi la valeur au maximum. Donc, on est capable de vraiment tout aller chercher les informations, puis c'est tout déjà à l'intérieur de la librairie, c'est tout disponible directement. On peut même transposer, qui fait un flip sur la diagonale, fait que nos index deviennent nos colonnes deviennent nos index. J'ai un paquet de fonctions qui me permet de transformer. Donc, je peux essayer de trier par index, je peux trier par valeur en sélectionnant les index. Encore une fois, chacune de ces différentes fonctions-là a une série de paramètres, pour être capable de travailler avec. Donc, je peux regarder ici le by qui me demande un string qui me dit c'est par quoi que je vais trier. Est-ce que c'est sur quel axis que je vais trier? Est-ce que c'est sur les index ou sur les colonnes? Est-ce que je fais ça de manière ascendante ou de manière descendante ou false? Donc, ça me permet vraiment de décider de qu'est-ce que je vais faire avec ces éléments-là. OK. Fait qu'on a nos data frames, on est capable de utiliser les différentes méthodes, aller chercher les différentes propriétés à l'intérieur. Quand je vais aller chercher des informations spécifiques dans le data frame, ce que je peux faire, c'est aller chercher le nom de la colonne directement pour être capable de sélectionner ce que j'ai besoin. C'est vraiment là la force des data frames. En ayant des colonnes nommées, on est capable de juste aller chercher l'information. On avait les colonnes 1, 2, 3, 4. Si je veux juste la colonne 1, je suis capable d'aller chercher juste cette information-là spécifique. Oups, ici le def était plus existant. J'imagine. Ouais. Ici, on va le mettre. Comme ça. Donc, on a les index, on a les valeurs qui viennent avec. Puis, je peux utiliser comme si c'était un dictionnaire, en fait. Là, donc, avec les crochets carrés, avec le nom entre guillemets, ou je peux l'utiliser directement comme si c'était une propriété. Donc, je suis capable d'aller chercher les différents éléments. Je suis aussi capable de, à la place d'utiliser les noms des colonnes, je peux aller chercher les noms des numéros de ligne. Donc, les numéros de ligne qui va juste prendre la première. Donc, la première jusqu'à la troisième de manière exclue, fait que 0, 1 et 2. Ça va aller chercher ceux-là. Puis, même s'il n'y a pas de numérotation de ligne, lui ici, c'est que c'est les premières lignes, et ainsi de suite. Mais je peux aussi aller chercher avec le nom de l'index, si l'index n'est pas une numérotation standard. Fait que ici, on peut voir que quand je vais chercher des informations, Pandas est capable d'inférer qu'est-ce que j'essaie de faire, puis de me donner juste la bonne affaire par rapport à qu'est-ce que je demande. On est capable aussi de faire des recherches directement. Donc, oui. À quoi? Celui-là ici? OK. Fait que le principe, c'est qu'on a 7. En fait, c'est. On va le faire. On va en mettre un au-dessus. On va montrer juste df. Donc, on a notre data frame qui ressemble à ça. OK? Là, ce que je veux, c'est sélectionner juste les 3 premières lignes. Fait que pour sélectionner les 3 premières lignes, je peux utiliser l'indissage comme si c'était une liste, là. Où c'est que j'utilise de l'élément 0 jusqu'à l'élément 3 étant exclu. Fait que ça va me chercher la ligne 0, la ligne 1 et la ligne 2. Exact. Donc, quand tu utilises des numéros, lui, il va directement aller chercher le numéro de la ligne. Alright. On continue. On
peux aller aussi sélectionner des informations avec des recherches de qu'est-ce que je veux. Donc ici, si mettons, je vais voir ça. Fait que je peux accéder à un certain nombre de lignes ou de colonnes, juste ceux que je veux, avec une étiquette, avec un label. OK? Donc, si on regarde comment ça fonctionne, si on se fait un petit plus ici pour voir le principe de la chose. Donc, on a ici nos différentes dates. Et on a ici notre data frame. Fait que moi ici, j'ai la date 0. Là. La date qui est le 2014-11-1. Je veux aller chercher les informations qui ont rapport avec cette date-là dans mon tableau. Fait que si j'ai dit va dans mon data frame à partir des éléments date 0. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher les informations. Ici, on va le marquer. Avec les informations de la date 0, hein, qui est le 2014-11-1. Puis il va juste aller chercher les informations qui sont pertinentes par rapport à cet élément-là. Fait que il va aller chercher le 1, 2, 3, 4. Il va me dire, ben c'est moins, c'est le point 13, et ainsi de suite. Donc, on est capable d'aller comme chercher les informations juste avec la ligne que je veux avec bloc. On peut aussi aller chercher avec les colonnes. OK? Donc, je peux aller dire, va me chercher les colonnes 1 et 2 directement. Puis, ça va juste aller me chercher les colonnes 1 et 2 pour toutes les dates possibles. On peut aller chercher avec juste des ranges. Ici, on a encore le principe de lock. OK? Donc, je vais aller chercher du 2 au 4. Lui, il va automatiquement être capable de générer tous les intervalles possibles pour ça. Parce que c'est des dates. Puis il reconnaît des dates. Puis je vais aller chercher de 1 à la colonne 1 et 2 pour cet intervalle-là. Donc ici, on a une panoplie de possibilités derrière là, pour être capable de travailler avec. Ça ici, ça va être le même principe, mais avec les positions indexées. C'est pas quelque chose que nous, on va travailler trop. Puis on peut aussi aller avec des conditions. Puis là, c'est là que ça vient chercher la technologie de NumPy qui va me permettre de dire, ben, donne-moi les dates où la colonne 1 était plus grande que 0.5. OK, donc, mettons, on remet notre df ici. OK. Donc, je veux les valeurs où notre colonne 1 était plus grande que 0.5. Puis on peut voir ici que c'est là que ça me les affiche. Je peux voir que j'ai L, j'ai pas L, puis j'ai L. Et que ça va automatiquement m'afficher les bonnes affaires. On peut aussi aller indiquer les informations à l'intérieur. Donc, si je donne le tableau au complet, ben, ça va aller mettre à l'intérieur des valeurs lesquelles qui étaient plus grandes que 0. OK, fait que je peux voir ici que ça me donne juste ceux qui étaient plus grandes que 0 initialement. Là, ici, on peut voir ici, c'était les mêmes éléments. Puis les autres, c'est des not a number. Ils ne sont pas considérés dans ma réponse. C'est pas des choses que ceux-là, c'est comme des fonctionnalités assez avancées.
nous, on va aller voir plus comment essayer de merger des datasets ensemble, puis comment ingérer des informations de d'autres fichiers. Alright. Fait que nous autres, on est rendu ici, dans Setting. Fait que le principe, c'est qu'on peut aller modifier, hein, ces data frames-là sont mutables, ne sont pas setés une fois qu'on les a mis à l'intérieur, qu'on les a partis. Donc, je peux facilement aller chercher une nouvelle information. OK, donc j'avais mes 1, 2, 3, 4. OK, je me crée une nouvelle série. Puis, je peux directement aller l'assigner comme si c'était, mettons, un dictionnaire. Là, hein? Donc, j'ai dit, va à cette colonne-là, qui n'existait pas encore. Va mettre S1 dans cette colonne-là. Puis là, il va dire, pas de problème, S1, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec ces index-là. Fait que moi, je vais aller les mettre aux bonnes places. Pas de problème. Donc, on est capable de modifier les différents éléments. On est aussi capable d'aller modifier les éléments directement. Donc, à un endroit précis, je peux aller dire à cette date 0-là, qui était une première date, dans la colonne 1, je veux aller mettre la valeur 0. Fait qu'à ce moment-là, ça va mettre la valeur 0 dans mon élément. On peut aussi directement y aller avec les indices. Donc, avec le indice at. Donc, je m'en vais à ligne 0, colonne 1, puis je m'en vais mettre un deuxième 0. C'est pas un problème, ça fonctionne aussi. On est capable d'utiliser le location pour faire ça, là, mais c'est pas des choses que nous, on va trop utiliser. Ça ici, on a la possibilité d'avoir des valeurs qui sont des not a number. Donc, le principe d'avoir des données manquantes. On est capable, il y a des fonctionnalités qui viennent avec Pandas qui me permettent de dropper les informations qui sont manquantes. Donc, admettons ici, j'ai un tableau, là, puis dans la colonne E, je veux juste garder ceux qui ont des valeurs dans ma colonne E. Fait que je peux voir ici le drop NA. Puis il y en a une couple de variations de celui-là. Mais le drop NA, ça, c'est le frame. Ça va enlever les valeurs manquantes. Fait que ici, on peut voir qu'on utilise la méthode any. Puis si une valeur non attribuée est présente, ça va enlever directement la ligne ou la colonne. Je peux voir ici qu'après cette ligne-là, ça drop les deux lignes que je n'avais pas besoin, puis ça me garde juste les éléments. J'ai d'autres variations comme fill not a number, où à la place de juste l'enlever, je mets une valeur par défaut. Hein, donc habituellement, c'est 0 ou -1 ou quelque chose qui fit avec notre problématique. Je pourrais, mettons, prendre la moyenne des autres valeurs pour essayer de ne pas casser statistiquement mes différentes opérations. On a des opérations statistiques. Donc, je peux aller chercher les moyennes des colonnes. Je peux aller chercher juste les moyennes de la première dimension. Donc, on a une panoplie de fonctions qui me permettent de trouver les éléments statistiques. Puis là, on va commencer aussi à travailler avec le apply qui va me permettre de modifier les données. Donc, ça me permettrait ici de trouver la somme cumulative au fur et à mesure qu'on avance dans nos lignes. Ici, ça c'est des affaires de string qu'on a déjà vues. Là, ici, c'est là qu'on tombe dans notre partie la plus intéressante de la soirée, qui va être les méthodes d'ajout puis de modification de nos data frames. Donc, on est capable de traiter les data frames un peu comme des tables en SQL, où je vais pouvoir faire des concaténations d'éléments avec les lignes, ou sinon faire des jointures, comme des jointures inner join et ainsi de suite, comme on avait vu, comme vous avez vu en SQL. Donc,
On commence avec un data frame qui a juste des valeurs, encore une fois, complètement aléatoires. Puis là, je veux aller travailler chacun des éléments de manière séquentielle. Donc ici, je découpe mon data frame en 3 data frames différents. OK, donc je peux voir ici que c'est une liste de data frames. J'ai un premier data frame ici, j'ai un deuxième data frame ici, j'ai un troisième data frame ici. Puis je peux voir que le concat va juste concaténer les choses pour me redonner un data frame complet. Mais qu'est-ce qui est vraiment le plus intéressant? Ça va être le merge. Donc le merge va être capable de faire une jointure, comme on voit sur les bases de données. Donc si on s'en va voir le merge, donc je commence sur un data frame quelconque, puis je peux le faire sur, donc ça va être mon premier data frame, .merge, comme on l'a ici. Ah non, ici il utilise la fonction, mais en tout cas les deux sont là. Ou sinon, je pourrais aussi faire left.merge avec right. Ce serait équivalent. Donc, il y a souvent aussi des fonctionnalités qui sont dédoublées, soit que j'appelle directement la librairie, ou soit que le premier paramètre devient l'appelant, l'objet appelant. Donc, ces deux-là sont équivalents. Donc, si je regarde, j'ai avec quoi je merge, puis après ça, c'est quel type de jointure j'utilise. Hein? Fait que si je veux un left outer join, un right outer join, un fuller outer join, un inner join, donc habituellement ce que tu veux c'est un inner join, là, de faire en sorte que les deux cercles concentriques, c'est la partie du milieu qui est conjointe aux deux que tu veux aller chercher. Puis on a le on qui me dit sur quelle clé, sur quel élément je vais faire la jointure. Si c'est le même nom des deux bords, j'utilise le on. Si le label de la colonne est différent, j'ai le left on, right on qui me permettent de représenter ça. Donc dans ce cas-ci, j'ai deux tableaux qui utilisent key comme étant leur clé de jointure. Fait que je peux juste faire le on là-dessus. Puis je peux voir que ça me donne une jointure des deux directement. Qu'est-ce qui est... Fait que même principe ici, je peux voir foo bar, un cat, on a le foo, on a le bar, qui est la jointure à l'intérieur. On a aussi la possibilité de rajouter des lignes. Hein? Donc, on a un data frame initial. Je veux... Ici, j'ai mon ABCD. Hein? Donc, je me fais une série qui est la liste que je voudrais rajouter, puis je peux l'append. C'est pas des choses que nous, on va utiliser beaucoup, là, mais nous autres, c'est vraiment sur le merge hein, qu'on va majoritairement travailler, surtout parce qu'on va travailler avec des sets de données déjà existants. On peut aussi utiliser les fonctionnalités de group by, comme en SQL. Okay? Donc, on peut regrouper des informations avec une colonne, puis à partir de ce regroupement-là, appliquer une fonction spéciale qui va me permettre de trouver la somme, la moyenne, la médiane, quelque chose qui va venir avec. Donc, le group by me permet de avoir à partir d'un data frame, faire un regroupement par colonne, puis de trouver la somme des autres colonnes par rapport à ce regroupement-là. Fait que maintenant, le A devient mon nouvel indice. Ça va les regrouper ensemble. Je peux voir ici que j'ai foo et bar. Puis à partir de là, la colonne C et D sur laquelle on peut appliquer les sommes vont être faites automatiquement pour le A avec bar, puis le A avec foo. Pardon. On peut faire des regroupements sur plusieurs colonnes. Donc, je peux dire, fais-moi des regroupements de AB. Fait que là, j'ai le bar avec 1, 2, 3, puis j'ai le foo avec 1, 2, 3, dépendamment de c'est quoi les différentes versions possibles.
Fait que ça me permet d'avoir ici des multi-indices, OK? Multi-index, pour être capable d'avoir comme 2 niveaux d'index possibles. Comme les matrices, on est capable de remanier les différents data frames comme on veut, avec le reshape, avec ici les différents multi-index. C'est pas des choses qui, si vous tombez là-dessus, vous pouvez les retourner voir, là, mais on n'est habituellement pas obligé de travailler avec ça. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, ça va être le principe de table de pivot. Donc, le principe de table de pivot, c'est d'être capable de prendre certaines informations qui sont de manière séquentielle sur les lignes et d'être capable de les transposer à l'intérieur de certaines colonnes. Donc, ça aussi, ça va être quelque chose qui va possiblement devoir être utilisé dans le devoir. Donc, les choses sur lesquelles je veux qu'on focus, il y a les merges, puis là, les tables de pivot. Donc, le principe des tables de pivot, donc on a la table initiale, donc on a nos différents indices, on a le ABCDE. Ben là, je veux être capable de dire, je veux que mes indices, OK, ça soit, donc mes indices, c'est qu'est-ce qui va être à gauche, là. Je veux que ça soit AB. Hein, donc, je peux voir ici, j'ai maintenant AB. Puis, je veux que ça soit sous une colonne C, cette affaire-là. Puis après ça, mes valeurs vont être, OK, les valeurs de la colonne D. Attends, si je le mette. Fait que ici, je peux voir que avec le 1A, je peux voir que la colonne D, c'est avec fou, c'est mon moins 1.05859. Si je retrouve le 1A avec bar, le 1A avec bar, je peux voir ici que j'ai l'information qui est représentée de notre manière. Donc, ça me permet de transformer les informations pour l'avoir d'une manière qui est plus spécifique à le problème que je veux étudier dans ce cas-là. Donc, ici, s'il n'y en avait pas, hein, ça se peut, il y a des relations qui n'existaient pas, ben, ça devient des not a number. On peut avoir des séries de temps, donc soit des dates, soit des décalages de temps, mais nous autres, on va juste utiliser des dates dans ce que je vais vous faire faire, fait que c'est pas des choses que je vais aller trop en détail. Même principe pour des éléments catégoriques, c'est de l'optimisation que on n'a pas besoin de regarder. Moi, ce que je vais aller regarder, c'est comment est-ce que je fais pour aller trouver des données avec mon projet. Donc, on va être capable, quand on travaille avec Pandas, il va avoir une panoplie de fonctions d'extraction, puis une panoplie de fonctions de chargement. Donc, on va avoir les fonctions read étoile, ok, fait que ça va être read CSV, read XLS, read HTML, read GBQ, read SQL, puis qui va nous permettre de lire des fichiers que nous, on connaît comme étant des fichiers structurés, puis ça va me donner un data frame. Là, je vais pouvoir faire mes transformations sur le data frame, puis une fois que je vais avoir fini avec le data frame, je vais pouvoir faire le tout quelque chose qui va me permettre de finir avec qu'est-ce que j'ai besoin. Fait que ici, on a un exemple où je peux aller essayer d'écrire. OK, j'ai écrit dans un CSV, puis là, quand j'essaie de le relire, ben, ça me redonne les bonnes informations que j'ai créées. On peut voir encore une fois que ici, quand on a des informations de trop, s'il y a 1000 lignes, là, il va juste m'afficher une dizaine de lignes. Il va mettre des 3 petits points à l'intérieur. Fait qu'on est capable de se transformer en différents types. Donc, les types que nous, on va avoir le plus souvent un accès, ça va être les CSV. Ça va être des fichiers Excel. Donc, on est capable de directement aller lire des classeurs d'Excel, d'avoir un data frame, de modifier le data frame, et d'être capable d'aller
retravailler sur qu'est-ce qu'on est en train de faire sur Excel. Puis on est aussi capable, si on s'en va voir dans la liste, un qui est intéressant, c'est on a le tout SQL. OK? Donc, on est capable d'aller, on peut aller read de SQL, puis on peut aussi aller écrire dans une table en SQL. Fait qu'on va être capable de prendre notre data frame, puis le transférer directement dans une base de données. On peut même, ici, on a des exemples là, pour, admettons, utiliser SQLite, hein, qu'on a vu la semaine passée, donc qui va me permettre de construire un fichier hein, qui va être une base de données SQL avec les informations de mon data frame que je vais pouvoir après ça interroger au besoin avec des requêtes SQL. Excellent. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais jaser avec vous aujourd'hui. Désolé, il y a des alarmes dans mon quartier. On va regarder, pour terminer, le devoir dans lequel il va falloir utiliser ces différentes librairies-là. Donc, le principe du devoir, ça va être d'utiliser un vrai set de données pour être capable de le charger, le transformer, aller chercher les informations que je veux, puis être capable de le ressortir dans un fichier de mon vouloir. Fait que ici, j'ai directement les fichiers qu'on a besoin pour travailler, là, mais si vous voulez, les fichiers sont tirés de Kaggle, là, que je vous avais parlé l'autre jour, qui est un site de gestion de données. Même si vous voulez, si vous faites un compte, c'est gratuit, là. Puis vous allez sur ce site-là, vous pouvez même travailler sur un notebook de Python automatiquement, directement du site. Donc, eux autres qui ont des notebooks interactifs, tu peux travailler avec les fichiers. Okay, il y a de l'espace déjà préfait. Puis tu peux télécharger le notebook à la fin quand tu as terminé au besoin. Fait que le principe, c'est on a des données okay, du début de notre gentil coronavirus, le COVID-19. Puis c'est les données du début de l'infection en Corée du Sud. Okay? Fait que nous, bon, dans ce set de données-là, il y a un paquet de données possibles. Là, si on s'en va voir, on a un paquet de différents fichiers. Nous, on va s'attarder sur 2 fichiers. Okay? Donc, on va avoir time, qui va avoir à l'intérieur, pour différentes dates, là, je vais descendre un petit peu. On va mettre un petit peu plus petit pour qu'on puisse tout voir d'une shot. Ouais. Donc, on a pour différentes dates, OK, le nombre de tests qui a été fait, le nombre de cas positifs, le nombre de cas confirmés pour la journée. OK, le nombre de cas confirmés pour la journée, le nombre de personnes qui sont mortes. OK? Donc, on est capable d'aller chercher les informations à partir de là. Ensuite, on a le même principe. OK? Fait que le nombre de cas confirmés, le nombre de décès, mais on l'a cette fois-ci par tranche d'âge. Fait qu'on peut voir ici que pour une date spécifique, j'ai des tranches d'âge qui me dit le nombre spécifique pour cette tranche d'âge-là pour cette journée-là. OK? Fait que nous, ce qu'on veut avoir, c'est on veut avoir dans notre... on va avoir ce tableau-là, OK, avec une ligne par jour. Mais ce que je veux avoir, c'est en plus d'avoir juste le nombre de cas confirmés puis le nombre de décès, je veux avoir des colonnes de plus qui va me dire le pourcentage de cas par tranche d'âge.
OK? Fait que on a ici plusieurs lignes pour chaque jour. Hein? Fait qu'ici, mettons, on aurait 32 cas confirmés pour les moins de 10 ans. Là. Ben, moi, je voudrais avoir pour cette ligne-là, là, OK, qui est le 03, 04, mettons, là, ici, je veux avoir une colonne de plus qui va dire, ben, pour les cas confirmés, pour les moins de 10 ans, je veux que ce soit 32 là, sur le nombre qui est ici. Là. Fait que ça va me permettre de bien avancer puis de bien voir qu'est-ce qui se passe, OK, par rapport à l'évolution des pourcentages des tranches d'âge. Je veux les deux. Donc, il va y avoir une colonne, ben en fait, il va y avoir 18 colonnes de plus. 9 colonnes pour les cas confirmés, puis 9 colonnes pour les décès. Avec chacune des tranches d'âge. En fait, si je vous le montre, une fois qu'on a terminé avec cette... fait que là, on veut créer un data frame, on veut insérer nos fichiers, on veut faire nos modifications, il va y avoir des merges, il va y avoir des pivots, il va y avoir des sommations, et ainsi de suite. Une fois qu'on a terminé de faire notre transformation, on va vouloir exporter ça en tant que base de données SQLite. OK? Fait que à la fin, votre programme, ce qu'il devrait vous donner, c'est un fichier SQLite. Et je peux vous montrer à quoi il ressemble. Parce que je l'ai fait. OK? Fait que pour tous les jours où c'est qu'on a des données. OK? Fait que ici, qu'est-ce qui est intéressant là? C'est notre fichier de time, lui, il commence en janvier, là, mais notre fichier d'âge, il commence juste en mars. Fait que notre fichier final, on peut juste avoir une jointure inclusive. Fait que ça va juste garder les éléments où c'est qu'on a d'informations. Fait qu'on a tous nos éléments initiaux, mais en plus de ça, on va avoir des colonnes, okay, pour les cas confirmés pour chacune des tranches d'âge, qui va me donner c'est quoi le pourcentage de ces tranches d'âge-là à cette journée-là, puis le pourcentage de décès pour cette journée-là. Ouais. Fait que ça va de 0, les dizaines, les vingtaines, les trentaines, les quarantaines, les cinquantaines, les soixantaines, les soixante-dizaines, puis les 80e. Puis on imagine que c'est 80 plus. Fait que on veut avoir un Python Notebook qui va être capable d'ingérer ces fichiers-là, transformer les informations dans une table ou d'une manière quelconque qui va avoir les informations, puis de domper ça dans un fichier d'une base de données SQLite. Donc, si on regarde ici, c'est ça qu'on dit, on a notre set de données, on a nos deux fichiers. Le but du travail, c'est d'importer ces fichiers-là, d'être capable d'avoir sur chaque ligne une date distincte. Sur chaque ligne, on a toutes les informations de time.csv initial. Puis sur chaque ligne, on a le pourcentage des cas confirmés, puis le nombre de décès par tranche d'âge. Donc, ça ajoute 18 colonnes. Puis une fois qu'on a fini de transformer, ben là, on va extraire notre fichier. On va le charger dans une base de données SQLite par rapport à qu'est-ce qu'on a fait. Donc, on a notre E, on a notre T, puis on a notre L. Qu'est-ce que je vous demande? C'est clair. C'est correct si c'est pas clair comment le faire, hein? C'est ça un peu le but du travail. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est correct. Je vais prendre un oui ou un crochet vert ou un thumbs up. Au moins de 3-4 personnes. Les dernières personnes qui écoutent. OK. Alright. Donc, ici, si vous en voulez plus, vous pouvez aussi faire une visualisation
OK, donc ça, c'est si vous êtes vraiment à l'aise, c'est vraiment lancé en l'air comme ça, là. Mais de faire la visualisation des tranches d'âge, OK, dans un graphique. OK, fait que ça va nous permettre de voir facilement est-ce qu'il y a eu des grandes variations à travers le temps des tranches d'âge par rapport au cas confirmé, puis par rapport au décès. Fait que, comme j'avais mentionné au début du cours, ce que vous allez remettre, c'est le Python Notebook que vous allez créer pour gérer le problème. La remise se fait sur Leia. On a maintenant une activité de devoir Python qui est à remettre avant la fin du 1er juillet. Donc, la veille de notre examen final. Fait qu'aujourd'hui, je veux vraiment qu'on passe le temps à bien entamer ça. Donc, d'être capable de ne pas être pris au dépourvu avant la veille. Donc, je veux passer le restant de la période pour travailler là-dessus. Est-ce qu'on est bon avec tout ça? Ou est-ce qu'on a des questions, des interrogations? All right. Ah, c'est les meilleurs, vas-y. Non, on en a un vendredi. Fait que c'est ça. Là, notre horaire change. Fait que là, notre horaire change encore. Hein? Là, maintenant, nos 2 dernières périodes, je crois que c'est les 2 prochains vendredis. Comme on a... Fait qu'on a un cours aujourd'hui, on a un cours vendredi, on a un cours mardi prochain, puis on a un cours vendredi prochain. Ouais, c'est ça. Puis vendredi, ça commence à 5h45. Parce que horaire. C'est pas un problème. C'est exact. Non, non, non. Là, j'avais attendu jusqu'à 40, puis après ça, on a commencé tranquillement. Là. Ça a peut-être manqué 10-15 minutes de la partie magistrale, mais oublie pas que je stream sur Twitch, donc tu peux aller directement regarder le visionnement à ce point-là. Excellent. Fait qu'on va mettre fin justement à cet enregistrement pour l'instant.